Alors, vous n'allez pas me croire, mais au micro de France Inter ce matin, un éminent économiste, professeur à l'université de Bordeaux, qui publie un ouvrage intitulé Ne faites plus d'études. Et ça paraît chez Chastel, maison d'édition extrêmement sérieuse, Très sérieux. je le précise. Ainsi donc, l'école, l'enseignement supérieur ne servirait plus à rien. Fini le bachotage, fini la fac, fini les diplômes. Les robots disposeraient de tout le savoir et de toute la connaissance à notre place. Bonjour Olivier Babot. Bonjour. Quel provocateur vous faites, hein? Vous êtes content de votre coup? Ouais, le titre est un peu marketing, mais Voilà. on va essayer de préciser un peu quand même. Exactement. Face à vous, j'ai choisi d'inviter une autre universitaire, philosophe, elle. Elle enseigne à Paris 8 et son livre s'intitule De la bêtise artificielle. Il est paru aux éditions Alia, autre maison extrêmement sérieuse. Bonjour Anna Lombert. Bonjour. Voilà, et j'imagine que votre sang n'a fait qu'un tour quand vous entendez qu'on puisse dire aux Français ne faites plus d'études. Alors Olivier Babot, conclusion que vous tirez des progrès de l'intelligence artificielle, vous écrivez: l'enseignement supérieur devient un outil en profond décalage avec son temps. Il a été pensé pour une époque où le savoir était rare et difficile d'accès. C'était un autre monde. Oui, ce monde m'allait assez bien, ce monde où quand vous aviez fait les études, eu les diplômes, vous aviez un avantage pour toute votre vie. On est persuadé que ce monde est en train de disparaître avec Laurent Alexandre, avec qui j'ai écrit le Signé. livre. Et pourtant, on est extrêmement diplômés et évidemment, nous, ça nous allait pas mal. On est persuadé que tout ça est en train de changer. Pourquoi? Parce que l'intelligence devient gratuite d'une certaine façon. Alors attention, ne faites plus d'études, c'est pas n'apprenez plus, c'est apprenez beaucoup plus. C'est-à-dire que l'exigence va être C'est-à-dire que beaucoup tout est plus dans le forte. sous-titre du livre. Exactement, l'exigence va être beaucoup plus forte, il va falloir apprendre tout au long de sa vie. Ça fait longtemps qu'on dit oh, il faut apprendre tout au long de sa vie, mais là ça va être réel. On ne pourra pas fermer ses livres à 25 ans et puis dire ça y est et travailler parce que l'économie est déjà en train de se transformer. Songez qu'aux États-Unis, le taux de chômage des jeunes diplômés dépasse le taux de chômage de la moyenne Mais de la quand population, même, Anna alors qu'avant c'était Lambert, bien inférieur. quand vous entendez «c'était un autre monde», l'université, vous vous sentez d'un autre monde, vous aujourd'hui qui enseignez? Non, pas vraiment. En fait, disons plutôt que je suis d'accord, il y a énormément de choses qui sont en train de Mmh, changer très vite et la vitesse d'évolution et de diffusion de ces technologies est extrêmement mmh. préoccupante. Je suis d'accord là-dessus. En revanche, qu'il s'agisse d'intelligence et de savoir avec ces technologies, j'ai beaucoup plus de réserves, on va dire. Parce que vous savez qu'en fait, ce sont des machines probabilistes qui génèrent des contenus probables, qui renforcent des stéréotypes des moyennes et que le savoir n'est pas une moyenne, un stéréotype. Le savoir est ce qui fait bifurquer justement un champ culturel, philosophique, scientifique, artistique, etc. Donc là, je crois qu'il y a un gros problème, c'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre ces informations probabilistes générées automatiquement par ces machines avec des savoirs. C'est là que j'aurais une réserve. Alors Olivier Babot, vous vous dites: «L'université perd son rôle moteur». Université que j'imagine, figure pour vous, le comment dire? Le temple du savoir, hein. Donc l'université perd son rôle moteur, elle devient une périphérie, une zone lente, un musée de la science méthodique. Ou encore, vous écrivez un peu plus loin: «Faire de longues études aujourd'hui, c'est apprendre à monter à cheval l'année de l'invention de la voiture». Vous avez le Oui, sens de la formule. et il y a un décalage de plus en plus grand entre les diplômes, entre la façon dont on étudie, parfois des diplômes trop longs, d'ailleurs bac+5, et puis le moment où on va arriver Mmh. dans la vie professionnelle. Alors, dans le livre, on dit bien que la solution, c'est justement de ne pas se spécialiser, parce que tout ça sont les savoirs obsolètes qui vont être rendus obsolètes par les technologies. En revanche, de beaucoup investir dans la lecture, la culture générale, la connaissance historique, l'histoire des idées, l'histoire scientifique, l'histoire des faits, c'est absolument nécessaire. Ce qu'on explique, c'est qu'il va être de plus en plus difficile professionnellement d'avoir une valeur ajoutée face à la machine. Il y a des emplois qui vont rester, qui sont purement humains, les emplois du lien, pardon, du soin, du spectacle vivant. Donc ça, évidemment, ça va rester. Mais vous avez beaucoup d'emplois où on va vous demander d'être complémentaire face à la machine, c'est-à-dire être capable d'avoir un regard critique sur la production de la machine qui est effectivement d'une qualité, ça grandit. Vous avez 1 milliard d'utilisateurs de ChatGPT dans le monde. On est rendu compte sur 8 milliards d'habitants, 1 milliard d'utilisateurs. Ces gens les utilisent, mais pour être capable d'avoir un regard critique, justement, d'améliorer, d'éviter les erreurs, parce qu'il y en a encore, hein, Oui. et pour en faire quelque chose. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez troublant qui se passe. On peut appeler ça une revanche des seniors. Par exemple, les jeunes qui sont diplômés en tech de codage ont beaucoup de mal à trouver de l'emploi. Pourquoi? Ils ne sont pas remplacés par l'intelligence artificielle, ils sont remplacés par les seniors qui utilisent l'intelligence artificielle. Et il y a un bouleversement qui est très troublant aujourd'hui de la structure des emplois. Ça commence par une crise des plus jeunes. Et donc on dit, il faut que l'université se réveille, parce que l'université, elle est quand même là pour préparer des gens. Elle ne fait pas que reproduire des professeurs. C'est très sympa de reproduire des professeurs,
mais il faut À la aussi qu'elle longueur. prépare au C'est monde quand même économique. une attaque en règle, hein, du modèle universitaire. Vous réagissez comment? Vous vous Heu, sentez à la périphérie? Vous vous sentez lente? Vous vous non, sentez en retard? non, Vous vous pas du sentez tout. voiture à cheval, l'année de l'invention du Pas du moteur? tout. Je crois que, l'université est plus que jamais, nécessaire justement pour inventer aussi de nouveaux systèmes. Parce que je voudrais mettre une petite nuance, sur, la fiabilité et l'efficacité de ces systèmes. Vous savez qu'aujourd'hui en entreprise, il y a aussi une grosse déception, c'est-à-dire qu'on va déléguer certaines capacités, aux IA génératives et produire des contenus complètement insignifiants qui vont nécessiter des corrections, des reprises, qui vont faire perdre énormément, de temps aux employés, qui vont faire perdre aussi, la signification, du travail et la confiance entre pairs, entre collègues. Donc ça, c'est évidemment un gros problème. Le deuxième gros problème, c'est que ces systèmes engendrent des effets de prolétarisation cognitive, c'est-à-dire qu'il y a des zones du cerveau qui ne sont pas activées, si je puis dire, quand on les, utilise. C'est une étude du MIT, prépubliée l'année dernière qui l'a montré et Donc en donc si fait, vous si voulez, je comprends bien, il faut non seulement l'intelligence artificielle, c'est de la bêtise artificielle, si je reprends le titre de votre livre, mais ça génère des idiots, ça peut nous ça génère prolétariser. des gens bêtes? Alors, pas nécessairement, si vous voulez, mais il y a un risque de prolétarisation et de délégation des facultés de mémoire, de Mmh. réflexion, de synthèse, de rédaction à ces dispositifs. C'est C'est-à-dire extrêmement. pense à ma place, C'est parle à ma place, écris à exactement, ma place, exactement. traduis à ma place? Exactement, et c'est extrêmement dangereux parce que ce sont des capacités psychiques dont nous avons besoin dans presque tous les métiers, vous voyez. Donc, il faut faire très attention et il faut inventer des systèmes alternatifs. Il faut inventer des systèmes qui ne nous prolétarisent pas, mais qui permettent de soutenir nos capacités. Et pour inventer ces systèmes, eh bien, on a besoin de former des esprits critiques, on a besoin de mettre en lien la recherche fondamentale en ingénierie, en mathématiques, en informatique, avec les sciences sociales, les sciences humaines, avec aussi les professionnels, donc de faire de la recherche contributive, c'est-à-dire de travailler avec, par exemple, les médecins, les juristes, les enseignants, pour savoir quels sont les systèmes appropriés à leur profession et Mmh. non pas leur imposer des IA Olivier Babot, trop générales. Olivier Babot, vous Et donc vous l'université est tout à fait nécessaire pour transformer les vous qui technologies. flinguez les diplômes, parce que vous le dites quand même. Oui, en Vous le faveur de la dites. compétence, hein, parce qu'on pense que Mmh. le diplôme il est très stable et statique si vous voulez, et la compétence justement Elle évolue. elle évolue. On est les premiers à écrire, et ça fait j'ai même écrit plusieurs livres sur le sujet, que effectivement il y a une forme d'abdication cognitive qui est extrêmement dangereuse, où vous allez faire de la machine votre maître au lieu d'en être le serviteur. Et c'est extrêmement dangereux, et on le voit aujourd'hui d'ailleurs beaucoup dans les universités, où beaucoup d'étudiants d'ores et déjà font faire tous les devoirs à la maison par ChatGPT. Mais C'est comment vous pouvez dire à dramatique. ces étudiants C'est dramatique. Comment vous pouvez dire à ces étudiants, ne passez pas ces diplômes, ils ne servent à rien? Alors, c'était alors par exemple, si vous commencez médecine aujourd'hui, d'ores et déjà, le robot va être meilleur que vous. C'est-à-dire qu'il va falloir vous préparer au fait que le métier pour lequel vous vous préparez, quand vous sortirez, il va être profondément différent. On pourrait parler des avocats, on peut parler du conseil dans l'entreprise. Bon, l'étude du MIT que vous citez, vous avez tout à fait raison. Mais Ce qui est ça veut très dire plus de intéressant, fac c'est de qu'elle montre. médecine, ça veut dire plus de fac de droit, Non, non, ça veut dire plus de master 2 en droit, ça veut dire que non, ça veut plus de dire que concours de médecine, ça veut dire quoi ça veut dire qu'il n'y concrètement? aura pas, le moment où on étudie puis on ferme les livres, c'est qu'on va étudier toute sa vie. Ça veut dire que les institutions d'enseignement comme l'université vont être des institutions d'accompagnement. On croit vraiment qu'il va y avoir des machines qui vont pouvoir vous aider à apprendre, parce que Mmh. ce que montre l'étude du MIT, c'est que c'est très polarisant. Si vous vous laissez aller, effectivement, on a ce qu'on appelle une dette cognitive, c'est-à-dire que votre cerveau, il ne s'est pas développé et vous allez oublier très très rapidement. En revanche, si vous l'utilisez comme un levier, si vous avez le courage de rester actif face à la machine, là, la machine, elle est super utile. C'est aussi ce que montre cette étude. Et il y a un mode étudier et apprendre sur ChatGPT, par exemple, hein, qui fait qu'il ne va pas vous donner la réponse, il va vous guider vers la réponse. À terme, on va plus avoir de professeurs humains. Les professeurs humains vont devenir des coachs, des accompagnateurs qui vont vous accompagner peut-être même toute votre vie. Et vous allez avoir une intelligence artificielle pour vous faire réfléchir, parce qu'elle peut vous faire réfléchir et transmettre les savoirs. Ça sera Anna aussi très Lombert efficace. qui lève les yeux, qui Et moi- lève les et yeux pourtant, au ciel. j'adore les cours d'amphi, j'adore faire cours. Anna Mais voilà. Lombard, est-ce que ça n'est pas réduire le rôle de l'université à l'apprentissage, au savoir et à la compétence, quand vous dites le rôle de l'université, c'est aussi de former des citoyens pour demain? Exactement, mais disons qu'en fait, les citoyens de demain doivent aussi avoir non pas seulement la capacité d'utiliser ces dispositifs, mais de les comprendre. Ça, c'est quelque chose, c'est un point qui me semble très important. C'est-à-dire que utiliser
tel ou tel IA génératif, c'est très facile puisque c'est fait pour vous rendre un petit peu accro, si je puis dire, un petit peu dépendant. Donc normalement, il n'y a pas, bien sûr, il faut être un peu compétent pour savoir comment bien s'en sortir. Mais enfin, grosso modo, c'est quand même assez facile à utiliser. En revanche, comprendre, c'est beaucoup plus compliqué. Or, pour avoir un esprit critique par rapport à ces technologies et pour pouvoir évoluer dans un monde qui est entièrement numérisé et où il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui se répandent partout, eh bien, il faut comprendre comment elles fonctionnent. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, moi, j'insiste vraiment sur le rôle de la culture technique dans le champ de l'éducation, sur le rôle de l'éducation aux médias pour que les plus jeunes générations soient en capacité de comprendre le monde numérique dans lequel elles Mmh. évoluent et pas seulement de consommer des services numériques. Il faut aussi se rappeler que ces services numériques sont bien souvent produits par des entreprises privées de manière bien souvent très opaque et que, en tant que citoyens, nous avons un Des entreprises devoir privées américaines, le plus souvent, on peut exactement. ajouter. Et nous avons un devoir en tant que citoyens d'être critiques envers ces technologies et nous devons pouvoir en délibérer collectivement, en fait. Quelle technologie voulons-nous? C'est ça la question de demain. Olivier Babot, c'est une question que vous soulevez, le regard critique sur la technologie, sur les entreprises qui possèdent cette technologie et l'idée qu'il ne faut peut-être pas asservir l'université, les lieux d'apprentissage, les lieux de savoir, les lieux de recherche à la puissance de ces technologies détenues par évidemment des consortiums privés. Absolument, c'est la question de la souveraineté, d'une forme d'indépendance. On dit, à la fin du livre, on donne le nouveau commandement, les nouveaux droits de l'étudiant et les nouveaux commandements. Dans ces nouveaux droits et obligations, il y a le pluralisme. Parce que si demain vous dépendez d'une source Mmh. pour apprendre, il faut qu'il y ait le pluralisme comme vous pouvez l'avoir aujourd'hui quand vous avez plusieurs professeurs avec plusieurs façons de regarder, plusieurs lieux qui enseignent. Il faut qu'il y ait aussi une forme de neutralité volontaire axiologique, c'est-à-dire une nécessité pour le système de vous montrer le pour et le contre, le balancement circonspect. Évidemment, de ne pas être unilatéral dans cette présentation, c'est extrêmement important. On parle de la portabilité aussi, si on veut pouvoir changer d'opérateur. Il y a un problème de concurrence dans les fournisseurs demain d'éducation, si vous voulez. Et puis, il y aura bien sûr des institutions, ça sera peut-être l'université, peut-être des institutions privées, Alors, comme aujourd'hui, il y en a plusieurs. parlez-nous très franchement, avant de se quitter, est-ce que vous, Olivier Babot, vous voyez une forme, comment dire, de retard, de cécité, d'aveuglement, de refus du monde universitaire face à cette révolution technologique qui vous fait choisir ce titre extraordinairement provoquant à le moment de la publication de ce livre? Est-ce que vous constatez la même chose, Anna Lombert, ou pas? Olivier Babot, Il y a, avant il y de a- se quitter. il y a pas de refus, il y a une immense inertie, mais quand je parle avec tous Une mes immense collègues, inertie. oui voilà, mais quand je parle avec tous mes collègues, ils sont tous d'accord et même des anciens ministres de l'enseignement supérieur me disent mais oui absolument, tu as raison. Ils sont tous d'accord, on est tous de bonne volonté, on veut tous faire le mieux et on voit aujourd'hui que la valeur des diplômes a totalement chuté, que c'est pas toujours extrêmement satisfaisant, que la massification a été mal gérée et que les technologies changent le monde. La question c'est que l'inertie de l'organisation, je veux dire un professeur aujourd'hui, il a une obligation de nombre d'heures de cours. Mhm. Donc on voit très bien que si on change complètement le système, c'est exactement comme les pharmaciens. Autrefois, ils avaient une marge sur la boîte. À partir du moment où ils ne visent plus la marge sur la boîte, mais de conseils prophylactiques qu'ils peuvent donner, ça veut dire qu'il faut juste changer le modèle économique. Mhm. Ben voilà, c'est ce qui attend l'université. Anna Lombert. Mais l'université, je crois, ne peut pas s'adapter et se contenter de systèmes dominants qui sont massivement diffusés, qui appartiennent à des entreprises privées, qui sont pleins de biais, en fait. Donc, c'est la raison pour Donc laquelle... pour vous, c'est pas de l'inertie, c'est autre chose. C'est un recul C'est- critique nécessaire face à la situation de disruption numérique que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et donc, l'université, c'est bien normal, et les multiples disciplines qui sont à l'œuvre dans l'université ont besoin d'un temps de réflexion, d'appropriation, et espérons qu'il se convertira, disons, en une puissance de transformation de ces dispositifs technologiques qui ne sont absolument pas satisfaisants pour la transmission et la transformation des savoirs aujourd'hui. Alors, l'économiste s'appelle Olivier Babot, la philosophe s'appelle Anna Lombert. Olivier Babot publie Ne faites plus d'études chez Bûcher-Chastel. C'est dur à dire, hein. Ah oui, Bûcher-Chastel, c'est Oui, dur à bravo. dire, on dirait un exercice. Chez Bûcher-Chastel. Exactement, pour s'entraîner. Et la philosophe publie La bêtise artificielle aux éditions Alia. Merci d'en avoir débattu tous les deux. Merci. Merci.